Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui démontre que je ne me suis pas encore coiffé les cheveux. À chaque fois, je vois ces trucs qui partent dans tous les sens. Je suis désolé. Voilà, je me coiffe pas d'habitude. Euh, et donc, la, la, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Alors, cette perfection, eh bien, c'est le paradis. On construit, sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants. Euh, alors, ça prendra encore quelques siècles, il faudra peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles d'évolution, mais qu'est-ce que c'est 10 siècles d'évolution par rapport à l'histoire de l'humanité, entre le moment où elle s'est séparée des autres primates pour devenir une identité particulière avec un potentiel complètement différent, complètement incroyable dans cette création, dans l'univers. Euh, voilà, pour l'instant, on sait peut-être qu'il y a d'autres formes de vie, c'est possible, mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve de ça. Et donc, nous sommes les seuls à avoir acquis cette capacité à réfléchir sur la création, pour savoir ce que nous faisons là, d'où nous venons, où nous allons. Toutes ces questions, eh bien, c'est l'espèce humaine dans sa particularité incroyable. Et on n'y fait pas assez attention, on ne regarde pas ça de manière euh, aussi belle que qu'on devrait le voir. Parce que c'est incroyable. Ça ne fait pas de nous une espèce supérieure, ça fait de nous une espèce bien particulière, différente, mais comme toutes les espèces, chaque espèce a sa particularité, etc. On peut, on peut au moins ne pas se dégrader notre image en disant que, eh ben oui, notre comportement violent, torturant, etc., maltraitant les autres espèces ou la nature, fait de nous une sorte d'espèce torsionnaire et dangereuse. Mais c'est comme ça que notre évolution se déroule. Et on ne peut pas changer ça de façon brutale. On le change progressivement, de siècle en siècle, on améliore des choses. Malheureusement, la technique, la technologie utilisée à mauvais escient, comme toujours, hein, elle était utilisée à mauvais escient au XVe siècle, chez les Romains, chez les Grecs, chez les Perses, etc. Ça a toujours été ça. Il y a eu une partie de la créativité humaine que les violents se sont accaparés pour pouvoir l'utiliser pour la guerre, la destruction d'autrui, etc. Mais c'est pas la vocation fondamentale de ce que nous construisons. Et au final, on en viendra à bout de cette perversité particulière de l'humanité qui correspond à notre chrysalide. Dans cette chrysalide, l'état d'esprit, l'esprit humain, en sortant de l'immédiateté, de la naïveté que nous avions lorsque nous étions primates naturels, en développant une sorte d'intelligence, eh bien cette intelligence mise au service du mal, entre guillemets, l'intelligence froide, il y a tout un chapitre sur la mécanique universelle, sur l'intelligence sans amour, ce que ça provoque dans l'humanité. Mais on en viendra à bout, on dépassera tout cela. Alors il faudra, oui, quelques siècles d'évolution, mais c'est destiné à être dépassé. Alors, j'ai fait les 7 petites vidéos sur cet ouvrage-là de Condorcet, Réflexion sur l'esclavage. Donc, ça m'a donné envie de savoir un petit peu ce que le 19e siècle pensait de Condorcet. Et ça, c'est un ouvrage qui s'appelle
Voilà, je ne sais pas si c'est dans le bon sens, mais dictionnaire de la conversation. Alors, ce dictionnaire de la conversation, en général, je crois qu'il a été publié en 1850, 60, 70, 1873. Alors, voilà ce qui était dit sur Condorcet. C'est intéressant, alors, ah si, il y a quelqu'un qui a signé, c'est Aubert de Vitry, qui a signé le papier. Alors, le dictionnaire de la conversation était empreint de christianisme encore. Il était soumis à l'Église. Il fallait aussi, malgré tout, à cette époque-là, aller dans le sens un petit peu de l'Église, au moins pour tout le travail conventionnel. Bien sûr qu'un Condorcet pouvait s'opposer à ça. Un Marx pouvait s'opposer. Les vrais créatifs, c'est un petit peu comme dans la peinture, il y a les pompiers qui font le travail que la société, que les puissants peuvent accepter, et puis il y a les révolutionnaires, il y a les impressionnistes, les cubistes qui vont se faire taper dessus parce que ils vont inventer des choses qui sont complètement révolutionnaires et donc révoltantes pour la pensée ordinaire. Et c'est ce qui fait évoluer l'humanité, bien entendu. Ce sont les éclaireurs de l'humanité qui posent des trucs comme ça, vraiment très loin, et qui disent, ben voilà, maintenant, il faut débrouillez-vous avec ça. Eh bien, donc on va voir un petit peu ce que les conventionnels, les réactionnaires pensaient de Condorcet à cette époque-là. Je commence à lire. Condorcet. Marie-Jean-Antoine Nicolas Caritat, marquis de Condorcet. Né en Picardie en 1743. Sa famille devait son titre au château de Condorcet, près de Nyons, en Dauphiné. Ah, c'était pas loin de là où je suis né d'ailleurs. Tiens alors. Son oncle, évêque de Lisieux, mort en 1783, pourvu à son éducation et lui ménagea de puissants protecteurs à son entrée dans le monde. Bon, il était de ceux qui avaient quand même malgré tout toutes les opportunités pour pouvoir faire des études et développer leur intelligence. Ses premiers titres à la célébrité furent ses travaux et ses succès dans les mathématiques. Ces travaux lui ouvrirent de bonne heure la porte de l'Académie des sciences. Mais c'est surtout pour avoir franchi les limites où la géométrie eût enfermé son génie, c'est comme écrivain, philosophe et par l'application de la philosophie à tous les genres de progrès et d'amélioration sociale qu'il s'est acquis une haute renommée. Ami de d'Alembert et de presque tous ses illustres contemporains, Condorcet fut aussi l'un des plus chauds disciples de Voltaire. Voilà, là il y avait un gros mouvement d'évolution, de contestation. Et voilà, Voltaire, c'est bien dans l'esprit... bon, je pense que l'esprit français n'est pas typique, mais il est particulier, je pense, au moins dans la créativité, dans la création. Peut-être on ne retrouverait pas cet esprit voltairien, par exemple, chez les Allemands ou chez les Anglais, vraisemblablement si, mais on peut dire que on peut être fier d'avoir des Voltaire, des Condorcet, des Saint-Simon, etc. Voilà, c'est ce que je veux dire surtout. On ne peut sans doute classer Condorcet au premier rang, ni comme penseur profond, ni comme écrivain, mais un esprit méditatif et élevé, une ardeur généreuse et qui ne s'est jamais refroidi pour le perfectionnement et le bonheur de l'humanité. Ben oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que là, on peut le placer dans les premiers rangs, mine de rien. Voilà. Alors, à l'époque, il n'était pas placé dans les premiers rangs. Mais qu'est-ce que ce cher Robert de Vitry placé dans les premiers rangs de la philosophie et de la pensée? Bonne question. Une verve de zèle qui pliait son talent à tous les genres de composition sur des sujets graves.
Sa persévérance courageuse et la multiplicité de ses travaux lui ont assigné une place éminente parmi les hommes qui ont exercé une grande influence sur le mouvement des esprits vers la fin du siècle dernier. Celle de sa doctrine philosophique a été immense et se prolonge encore de nos jours. On peut reprendre exactement mot pour mot, ça se prolonge encore de nos jours, aujourd'hui, cette doctrine, et 100 ans après quasiment. Pas 100 ans, mais pas loin. Alors je continue. Cette doctrine, signalée dans son esquisse des progrès de l'esprit humain, c'est la perfectibilité illimitée de l'homme considéré dans l'espèce et dans l'individu. La perfectibilité illimitée de l'homme. Illimitée jusqu'à atteindre sa perfection, dit la mécanique universelle. Voilà, ma théorie, ce qu'elle ajoute, c'est oui, elle est illimitée encore, la perfectibilité, mais jusqu'à ce qu'on atteigne une perfection indépassable. Voilà, et à ce moment-là, l'humanité aura atteint la paix, la sérénité. Après, il peut advenir plein de choses, bien entendu, mais cette perfectibilité, elle est pas forcément illimitée. Elle a un but, elle a une finalité, elle a une arrivée dans son évolution. Et ça, c'est quand même incroyable d'avoir écrit esquisse des progrès de l'esprit humain. Comment l'esprit humain peut progresser. Donc, il y avait vraiment un optimisme incroyable au niveau de l'évolution de l'humanité. À cette époque-là, après la Révolution, parce que la Révolution, elle a quand même amené quelque chose d'incroyable à la société. Alors, ces révolutions, bien sûr que chaque prise de pouvoir par le peuple, entre guillemets le peuple, c'était pas vraiment le peuple, c'était les bourgeois du peuple, c'était l'élite du peuple, on va dire, qui siégeait, etc., à la Révolution. À chaque fois, il y a quelque chose qui est dit. Il y a du chaos qui vient avec, il y a de la violence, il y a, etc. C'est pour ça que la révolution n'est pas la meilleure solution pour le peuple. L'idéal, c'est la réforme révolutionnaire, c'est une révolution réformatrice, c'est quelque chose qui se ferait sans violence, mais en obligeant les dominants à évoluer, à aller vite dans l'évolution, mais sans être obligé de tout renverser, parce que c'est suivi d'une période de chaos qui voit souvent apparaître les plus violents. Derrière cette révolution, bien sûr que les esprits étaient féconds, mais on a vu que ça a engendré la terreur, ça a engendré, c'est quand même inouï que ça ait pu engendrer cela. Ça veut dire que ces êtres humains étaient en compétition pour le pouvoir, et ils n'hésitaient pas à tomber dans la criminalité la plus absolue, alors que l'aristocratie avant, le roi, n'avait pas cette violence aussi prononcée, mais il fallait qu'il soit réformé. Les rois ont apporté quelque chose de fondamental à la France, à notre nation, mais la Révolution également. Et à chaque fois, c'est comme ça. Et plus tard, elle a donné naissance à Napoléon. Napoléon, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, a apporté aussi, etc., etc. Et c'est le mécanisme comme ça, comme les communards ont apporté quelque chose à l'évolution de notre nation et à son évolution mentale. Donc telle est la croyance que ce philosophe entreprend de substituer aux idées et aux sentiments religieux. Esquisse des progrès de l'esprit humain, la perfectibilité illimitée de l'homme, selon donc celui qui écrit Aubert de Vitry, il substitue cette croyance
aux idées, aux sentiments religieux. Et pourtant, le sentiment religieux, il en parle. C'est l'évolution vers l'Apocalypse. C'est, ben voilà, l'humanité, elle va vers le royaume de Dieu. Ils l'ont déjà imaginé, les grands spirituels du judaïsme, du christianisme, puis plus tard de l'islam. Et pareil de l'autre côté, avec l'hindouisme, le bouddhisme, le zen, etc. Ils l'ont imaginé déjà, cette vision d'évolution vers cet état de perfection. Donc ce n'était pas une substitution, mais évidemment, ça contredisait un peu les dogmes religieux de l'époque. C'est par la toute-puissance du genre humain, se déifiant, pour ainsi dire, avec l'aide du temps, qu'il veut remplacer la toute-puissance éternelle. Donc voilà, là, c'est là où il y a quelque chose qui est mal perçu. Peut-être parce que ces philosophes, donc ces Lumières, voulaient, au lieu d'utiliser le religieux de leur côté, de le mettre de leur côté, de dire, voilà, bien sûr qu'on ne veut pas substituer le divin parce que le divin est là. D'ailleurs, c'est ce que je fais avec ma théorie, c'est-à-dire que l'humanité va vers sa perfection, l'extase, et l'extase, c'est la fusion avec le divin. Donc, voilà, je ne rejette pas le divin et le spirituel et la religion, parce que c'est contre-productif d'abord, et puis ça serait une absurdité, parce qu'elle a apporté des choses considérables. Les religions ont apporté, pendant des millénaires, des choses incroyables à l'évolution de l'humanité, et à l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Voilà pour lui le grand œuvre de la civilisation, ainsi que le terme des progrès de l'humanité. La philosophie de Condorcet reçoit de cette sorte de parodie de la foi religieuse un caractère spécial qui la sépare du scepticisme fataliste de Voltaire, comme du fatalisme dogmatique de Diderot et de ses amis. À ce système désolant, il oppose une chimère, mais du moins cette illusion d'un esprit exalté, ce rêve d'une intelligence plutôt prévenue par l'incrédulité contagieuse du siècle qu'égaré par l'orgueil, se concilier dans l'âme de Condorcet avec une vive sympathie pour ses semblables, une rare activité pour toutes les réformes qu'il jugeait utiles et une grande élévation de sentiments, témoin son héroïque dévouement à des convictions généreuses. Et je ne vois nulle part dans toute cette réflexion ce travail réflexion sur l'esclavage. Peut-être parce qu'il l'avait écrit sous un pseudonyme, mais en tout cas, c'est pas relaté par Aubert de Vitry. Bon voilà, je suis désolé. Je vais arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas, si vous avez le sentiment que ce travail mérite un peu d'éclairage, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je développe cette théorie depuis 25 ans maintenant. Je vous remercie de votre tolérance. À très bientôt.